Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que le son est bon? Donc, je souhaiterais une réponse de votre part. Très bien, Nisrine. Voilà. Donc, on a raté la fois passée la première séance de visioconférence. Donc, est-ce que le bruit du climatiseur vous gêne? Si oui, je vais l'éteindre. Oui, un peu. Donc, je vais l'éteindre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De rien, de rien, de rien. درك ما نباليش نرقيو الزوم هذا باش يمشي لنا كوريكتومون اللي راه كاين عندنا كاين مرقي هنا يرقيه لنا. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les deux cours en même temps. Donc, les alkylants 1 et 2, c'est-à-dire direct et indirect. J'ai réduit beaucoup de planches de la fois passée. Donc, la fois passée, j'ai donné donc, une définition assez large. J'ai donné beaucoup de planches, d'explications. Maintenant, j'ai réduit à peu près au moitié. Donc, s'il y a des difficultés ou des doléances ou des questions, donc, on va essayer de soit au fur et à mesure, soit à la fin. Ya Allah. Donc, les anticancéreux. Donc, la définition, je ne vais pas définir la définition détaillée, mais je vais donner une petite définition en deux mots qui va un petit peu résumer le cancer. Donc, la principale caractéristique d'un cancer, c'est tout simplement la prolifération rapide, donc soulignez bien prolifération rapide, de cellules anormales. Pour temps normal, on va le voir plus tard. Oui. Bien.
Donc, prolifération rapide de cellules anormales. Et lorsqu'un certain nombre de cellules échappent à toute régulation, elles vont acquérir des caractéristiques biologiques les rendant, et soulignez bien ce mot-là, c'est très important, et mortelles. Donc, on a parlé de quoi dans la définition? De la cellule. La cellule, c'est la cible de la pathologie. On sait que dans l'organisme, il y a à peu près, bon, à tout casser, 100 000 milliards. 100 000 milliards de cellules. Dans les 100 000 milliards, il y a 300 sortes de cellules différentes par leur fonction, par leur taille et par leur masse. Ces cellules-là vont obéir à des règles qui sont sous la coiffe de l'homéostasie pour qu'il y ait un équilibre. Et dans cette cellule-là, ce qui détermine les caractères et l'identité de la cellule, c'est bien sûr l'ADN. Donc l'ADN, c'est la cible réelle des anticancéreux. Donc l'ADN doit être, l'intégrité de l'ADN doit être maintenue, quel que soit. Si elle n'est pas maintenue, donc le cancer peut être déclenché. Malheureusement, de temps à autre, on peut assister à des modifications génomiques. Ces modifications peuvent être des mutations héréditaires, peuvent être des altérations de la séquence du génome. Ces altérations, s'ils ne sont pas réparées, ils vont se transmettre aux descendants par les cellules filles. On appelle ça une pathologie héritable. Donc la persistance d'un ADN endommagé dans la cellule constitue un facteur commun retrouvé dans tous les processus du cancer. Maintenant, s'il y a mutation, ou si l'ADN est endommagé, l'organisme va rectifier, va corriger pour maintenir la sauvegarde de l'information génétique. Donc, en présence de faibles niveaux d'altération de l'ADN, la cellule va mettre en œuvre des mécanismes de réparation spécifiques, adaptés à chaque type de lésion à corriger. Et je vais vous donner un petit exemple, parce que il y a une mutation des bases pyridées dans la séquence. Nous avons une enzyme qui s'appelle, bon, il y a deux en réalité, mais on va utiliser une seule. La topoisomérase, non, j'ai fait. La topoisomérase 1, qui va couper carrément le brin où il y a la mutation et le corriger. Maintenant, lorsque on dépasse un certain seuil d'endommagement et lorsque les capacités réparatrices deviennent insuffisantes, deux outils défensifs cellulaires sont alors disponibles et peuvent être mis en œuvre. Donc, ces deux outils sont soit l'arrêt irréversible de la division cellulaire, donc il n'y aura pas de transmission de cette mutation aux cellules filles, parce qu'il n'y aura pas de division. Ce phénomène s'appelle sénescence. Sénescence. Soit l'organisme va engager un processus de ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. Donc, soit, donc je vous demande chez vous de un petit peu de vous documenter sur le cycle cellulaire, donc les différentes phases, G0,
ce qu'on appelle la quiescence, G1, G2, ainsi M. Donc, il faut pour bien comprendre le cancer, il faut bien voir la physiologie de la division cellulaire. Donc, ces deux processus, que ce soit la sénescence ou l'apoptose, donc, il peut y avoir une rotation vers l'un ou l'autre, cela dépendant du type de cellules ainsi que l'équilibre entre l'expression de divers oncogènes et celle des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, les mutations qui peuvent se produire, les mutations que ce soit acquises bien sûr par un certain nombre de cancérigènes, donc vont toucher principalement deux gènes, qu'on appelle les gènes de cancer. Les gènes même, c'est les oncogènes et les gènes suppresseurs. Les oncogènes, leur mutation va entraîner un gain de fonction, je vais l'expliquer, et les gènes suppresseurs, leur mutation va entraîner une perte de fonction. Imaginez une voiture. Une voiture, vous avez l'accélérateur et le frein. L'accélérateur, c'est les oncogènes qui vont donner le signal de la division cellulaire. Lorsqu'il y a suffisamment de cellules, donc c'est les gènes suppresseurs qui vont intervenir. C'est le frein qui va arrêter à un certain moment pour qu'il y ait un équilibre de l'homéostasie, il n'y ait pas d'excès. Donc les gènes suppresseurs vont être déclenchés pour freiner la division cellulaire. Maintenant, comment une cellule saine se transforme en cellule cancéreuse? Bien sûr, cette transformation résulte d'un processus qui est lent, va aller jusqu'à 15 à 20 ans, et il va comprendre plusieurs étapes. Généralement, il y a 3 étapes. Généralement, il y a une étape d'initiation qui correspond à une lésion rapide et irréversible. Donc, s'il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu d'apoptose, donc la cellule va survivre sans être entravée par ces processus-là. Là, le cancer commence. Bien sûr, après exposition, donc un carcinogène, que ce soit physique, ou la chimique, ou la biologique. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est la promotion. Donc la promotion, elle va avoir une série de modifications génétiques, sous le biais, bien sûr, des cancérigènes, des carcinogènes, pardon. Donc, cette série de modifications va permettre une multiplication plus rapide que dans l'initiation. Ce qu'on appelle, on arrive à une étape, on appelle l'étape précancéreuse. Et lorsque les cellules sont toujours exposées aux substances carcinogènes, ces anomalies vont être stabilisées et maintenues. Vient la troisième phase, qui est la phase plus ou moins la plus dangereuse. C'est la phase de progression, qui va correspondre au passage des cellules précancéreuses à des cellules malignes, qui se produisent et ont la capacité d'envahir les autres tissus, ce qu'on appelle les métastases. Donc, la racine du mal, c'est l'acide. Qu'est-ce qui pousse la cellule à devenir cancéreuse? On a dit qu'il y a plusieurs facteurs
facteurs héréditaires et facteurs acquis. Donc, c'est des facteurs génétiques et épigénétiques. Donc, pour qu'est-ce qui pousse à ça? C'est la désobéissance. La désobéissance à quoi? La désobéissance à deux règles. La première règle stipule qu'il est interdit de se reproduire sauf pour remplacer une cellule endommagée ou morte. Sinon, il n'y a pas de division cellulaire. La deuxième règle, interdiction de se maintenir en vie si les dommages sont détectés dans la structure de la cellule. Généralement, c'est la DN. Hein? Si les dommages sont trop importants, soit ils sont corrigés, s'ils sont importants, soit les suicides, soit l'arrêt de la division, donc soit l'apoptose, soit la sénescence. Ces phénomènes-là sont dépassés, donc le cancer peut s'installer. Quels sont les signes ou caractéristiques d'un cancer? C'est la croissance anarchique permettant aux cellules cancéreuses de se reproduire, même en l'absence de signaux chimiques. Refus d'obéir aux ordres d'arrêt de la croissance émis par les cellules situées à proximité et qui perçoivent le danger encouru par le suicide. Résistance au suicide par apoptose, évitant ainsi le contrôle par les mécanismes de protection de la cellule. Donc, capacité de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, qu'on appelle l'angiogénèse, permettant l'apport en oxygène et en nutriments essentiels à cette croissance rapide. Donc, plus la division, généralement, une division normale des cellules multipotentes, la totipotente à une cellule de fonction, généralement, ça ne dépasse pas les secondes divisions. Mais dans un cancer, on parle de 100 fois plus et 1000 fois plus. L'acquisition de ces caractéristiques faisant en sorte de rendre la cellule cancéreuse. Donc, elle passe d'une cellule précancéreuse, une cellule précancéreuse et une cellule cancéreuse. Il devient bien sûr immortel et donc capable de se produire d'une manière indéfinie. Ensuite, c'est comme une guerre, c'est comme un pays qui veut lorsqu'il se sent en force, il a les moyens, détriment, donc il va conquérir d'autres pays, d'autres continents. C'est la même chose que le cancer. Donc quand ils se sont forts, il y a les moyens de se diviser d'une manière indéfinie, la cellule devient immortelle, donc il va envahir et coloniser les tissus envoisinants, ce qui aboutit bien sûr aux métastases. Ça, c'est un résumé, donc c'est pas la peine de se traduire. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si quelqu'un veut une explication de ce plan, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est le. Mettre le tout. Donc, on a parlé un petit peu des carcinogènes et des facteurs de risque. Donc, il y a trois types. Il y a le physique, le chimique et le biologique.
Donc, je vais marquer un petit peu, je pense qu'il y a un problème. Bon. Donc, c'est pas la peine de s'attarder ici, de s'attarder tout le temps. Donc, il y a trois facteurs, les facteurs physiques, c'est le rayonnement, c'est l'ultraviolet, c'est X, c'est le rayonnement gamma, c'est la radiation ionisante. Les biologiques, c'est généralement les virus, les bactéries, les parasites, même les parasites peuvent provoquer le cancer. Les chimiques, chimiques, généralement, c'est l'arsenic, le benzène, le toluène, c'est des produits plus ou moins cancérigènes, les médicaments, euh, la bouffe, la malbouffe également, le tabac, tout ça, c'est des facteurs de carcinogènes. Typologie du cancer. Cancer, bon, enfin, je divise seulement en quatre types. Les carcinomes, les sarcomes, les lymphomes et les leucémies. Donc, quatre grandes classes de cancer. Donc, les carcinomes, qui représentent plus de 80% des cancers. On les appelle également les cancers solides. Les sarcomes, moins de 1%. Généralement, c'est conjonctif de soutien. Les lymphomes qui touchent le système lymphoïde. Et enfin, les leucémies. Le traitement du cancer. Le traitement du cancer, il y a, il y a plus que ça, mais généralement, il y a quatre types. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie. La chirurgie, c'est l'exérèse. On enlève la masse lorsque la masse est palpable, localisée, donc on peut l'enlever par exérèse totale. La radiothérapie et l'hormonothérapie. La radiothérapie ou la chimiothérapie suit généralement la chirurgie. L'hormonothérapie, généralement, le protocole est ciblé généralement vers les cancers hormonaux, la prostate, l'ovaire, la vessie, et ainsi de suite. Donc, vu qu'il y a 300 types de cellules, il y a des milliards et des milliards, donc, Monsieur, donc il suit 300 types de cellules différentes, donc 300 organisations différentes, biochimiquement, physiologiquement, donc le traitement n'est pas aussi aisé pour déterminer un protocole pour toutes les pathologies. Donc, d'une manière générale, le traitement va dépendre du type du cancer, de sa taille, de sa localisation dans l'organisme et bien sûr, la plus importante, la nature des cellules qui le composent.
Là, ce qui nous intéresse actuellement, c'est la chimiothérapie. La thérapie par les produits chimiques. Donc, enfin, j'ai divisé en trois familles. Ceux qui agissent en amont, ceux qui agissent sur l'ADN formé et ceux qui agissent en aval. Donc, ceux qui agissent en amont de l'ADN, généralement, c'est les antimétabolites. Les antimétabolites, c'est les antipyriques, antipyrémitiques et antifoliques. Ceux qui agissent sur l'ADN, l'exemple type, c'est les alkylants. L'alkylant direct, indirect, agissent sur l'ADN formé. Il y a ceux qui agissent au niveau de la mitose. Généralement, Monsieur, le son est très faible, on n'entend rien. les antimitoses. Donc, nous allons commencer par les alkylants. Les alkylants, il y a deux types. Il y a les alkylants directs et indirects. Donc, on va commencer déjà par les alkylants directs. Dans les alkylants directs, nous allons commencer par... Et avant ça, donc, qu'est-ce que ça veut dire alkylant direct? Qu'est-ce que ça veut dire alkylant? Donc, c'est ça, une alkylation. Un alkylant, c'est une molécule capable de créer une liaison covalente, liaison sigma, entre le médicament et sa cible biologique. Généralement, la cible, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la douleur. La classe la plus ancienne, c'est les motards à l'azote. Motards à l'azote, pourquoi de quoi provient ce nom de motard à l'azote? Tout simplement, ça provient d'un gaz qui a été utilisé, un gaz mortel bien sûr, un gaz de combat, qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et ce gaz, lorsque les sentis, hein, il est plus ou moins mortel, il y a une odeur de moutarde. C'est pour ça qu'on les appelle les motards à l'azote. La découverte des effets cytotoxiques des motards à l'azote remonte à l'utilisation de l'épirite pendant la Première Guerre mondiale. Ce produit communément appelé gaz motard présente de redoutables effets physiques sur la peau, les yeux, l'appareil respiratoire, et l'importante toxicité retardée de ce gaz se produit par une leucopénie et une aplasie médulaire, diminution des globules blancs et diminution de trois lignées, rouge, blanc et plaquettes, au niveau de la moelle osseuse, et des altérations gastro-intestinales. Bien que, comme vous voyez dans la planche, le produit n'a pas été, il a été suspendu après la Première Guerre mondiale. Là, il y a un problème, j'arrive pas à... Bon, donc, bien que n'ayant pas été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un incident.
un incident au niveau en Italie, et plus précisément à Bari. Donc, dans un port, il y avait un navire américain accosté. C'est un navire américain, donc contenait un stock important de ce gaz mortel. Un incident malheureusement s'est produit par un raid aérien allemand sur ce port-là, qui a détruit le navire, et en détruisant le navire, il a entraîné l'échappement donc du gaz, du stock du gaz embarqué à son bord. Les personnes qui étaient sur place, donc, il y avait beaucoup qui décidèrent, et les rescapés furent atteints de graves brûlures ainsi que des diminutions considérables des éléments physiques du sang. Une fois qu'ils ont été admis au niveau de l'hôpital, et après des bilans, ils ont constaté que ces patients-là, ces rescapés, présentaient donc tous le même bilan biologique, c'est une diminution considérable des éléments figures du sang. Donc, une fois ce constat fait, ils commencèrent donc à étudier ce gaz motable. Et c'est à ce moment-là que débute l'ère moderne de la chimiothérapie anticancéreuse. Donc, ils ont commencé à faire des tests sur le gaz de combat en l'injectant directement. Le gaz de combat, c'est le sulfure de bis de chloroïde dans les tumeurs humaines. Mais la toxicité du produit et sa faible solubilité dans l'eau, donc c'est un produit qui est très lipophile, faisait de lui un très mauvais agent thérapeutique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En étudiant la structure, on trouve des solutions. Donc, dans les pyrites, il y a quoi? Il y a deux groupements diéthyl, de chlorodiéthyl, avec au bout un soufre. Un soufre, c'est très nucléophile. C'est pour ça que la molécule est très réactive et provoque des brûlures et des vésications. Donc, le développement de la recherche, ils ont dit on va essayer de diminuer la nucléophilie de ce groupement. Donc, ils vont le remplacer par un atome au groupement d'atomes moins nucléophile. Celui qui vient après le soufre, qui est moins nucléophile que le soufre, c'est l'azote. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va greffer un méthylamine sur le bis-dichlorodééthyl. Une fois fait, donc, ils ont obtenu ce que vous voyez dans la planche, la chlorméthyle. Après les essais, donc, la chlorméthyle a donné de très bons résultats. Et les premiers tests cliniques ont été très encourageants. Et à partir de ce moment-là, donc, le pré-traitement était enfin disponible, ce qui marque, comme je dit tout à l'heure, le début de la chimiothérapie anticancéreuse. Mais, malgré qu'il est efficace, il est plus ou moins peu soluble, il est très réactif.
très réactif parce qu'il y a toujours la nucléophile, lorsque la chlorméthine est injectée, elle est directement transformée en son métabolite actif. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la nucléophilie forte, plus ou moins de l'azote. Donc la molécule, elle était instable. Donc pour améliorer la stabilité, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont remplacé un des hydrogènes, le méthyle, par un groupement électrocaractère, c'est-à-dire qui empêche un petit peu le doublet de l'azote de réagir d'une manière plus ou moins violente ou agressive. Donc, ils ont obtenu le chlorombucil. Le chlorombucil est un produit qui est stable, donc le doublet est moins engagé dans le cycle pour former le cycle azéridinium. Donc, il est plus engagé dans la mésomérie du cycle. Donc, il est moins disponible et la molécule, elle est stable. Elle est stable lorsqu'on l'injecte, elle est stable lorsqu'elle est prise par voie orale. Donc, jusqu'à lorsqu'elle arrive plus ou moins à sa cible, qu'elle va se transformer en agent actif, voilà, une molécule active. Une fois qu'ils ont résolu le problème de la stabilité des motards à l'azote, ils ont réfléchi à améliorer la biodisponibilité, les propriétés pharmacocinétiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont greffé sur la chaîne dichloro ou la bischloroéthylamine un acide aminé. C'est le L-phénylalanine. Donc la fixation sur ce support biologique, il va jouer donc un rôle dynamique dans le transport de cette partie active. Donc l'amélioration des propriétés pharmacocinétiques. Ensuite, ils se sont dit, donc on va essayer de greffer toujours ce motif bis-dichloro ou la bischloroéthylamine sur des supports stéroïdiens pour une action plus ou moins sélective. Ils ont utilisé donc, entre autres, l'estradiol comme hormone féminine. Ils ont synthétisé la prémustine et l'estramustine pour une sélectivité thérapeutique. Les voies d'accès. Donc, une fois qu'on a vu un petit peu le développement de la recherche, on va essayer de voir un petit peu comment ces produits-là peuvent être obtenus. Et on va commencer par le produit. Donc, le prototype, le chef de file, c'est la chlorméthyle. C'est la 2,2-dichloro-N-méthyle, diéthylamino. La DC, c'est la chlorméthine et la chlorméthamine. Le nom déposé, c'est la caryophylle. اكتبها فيا ولا؟ عن بالي شبيه بعيد. Donc on va commencer par le prototype, le chef de file, la chlorméthyle. Donc comment on va synthétiser cette molécule-là? Donc vous avez ici la réaction globale, donc il y a deux étapes. Une étape de condensation de la méthylamine, la méthanamine, sur donc de condensation, réaction de substitution nucléophile qu'on voit donc sur de SN2 et l'oxyde d'éthylène ou l'oxyrate. Je fais avec deux équivalents. Donc nous avons ici une substitution nucléophile, une SN2, sur l'un des deux méthylènes, donc
ils sont équivalents, ce qui entraîne l'ouverture du cycle. Une deuxième molécule va nous donner donc un aminoalcool. Cet aminoalcool, donc il va se convertir, l'alcool va se convertir en dérivé halogénique, un halogéno-alcane, par le biais donc d'un réactif halogénant. Là ici c'est le chlorure de thionique. Le mécanisme c'est très simple. Donc, c'est déjà une substitution nucléophile d'ordre 2, bien sûr, qui va aboutir à la formation, l'ouverture du cycle et formation d'un alcoolate, ou d'un ion alcoolate. Cet ion alcoolate va se réarranger par une prototropie ou réaction acide-base pour donner l'aminoalcool. L'aminoalcool obtenu est plus réactif que l'amine de départ. Pourquoi? Parce que l'addition d'un groupement diéthyl va augmenter la nucléophile de l'azote. Donc la réaction, elle est plus rapide. Plus rapide parce que le nucléophile est plus fort que l'amine de départ. Formation d'un ion alcoolate qui va se réarranger par une réaction acide-base, qui va nous donner le 2,2-méthylamino-thiéthanol. Une fois qu'on a obtenu l'aminoalcool, on va le convertir en dérivé halogéno-alcane, en remplaçant le OH par des chlores. Ce qui va aboutir bien sûr à la chlorméthylchlorhydrate. Voilà le procédé, un des procédés bien sûr de synthèse de la chlorméthyle. Maintenant, on va voir le chlorambicyle. Comment on synthétise le chlorambicyle? Le chlorambicyle, tout simplement, est synthétisé, donc vous avez la structure ici, est synthétisé donc en greffant le groupement actif dichlorodéethylamine sur un support aromatique qu'on a dit tout à l'heure pour augmenter la stabilité. Dans ce cas, le noyau aromatique rend le doublet de l'azote moins disponible pour le phénomène de cyclisation. La vitesse de formation de l'ion zirconium est donc diminuée, entraînant ainsi une baisse de la réactivité du produit, qui est la chose demandée. Pour sa synthèse, donc, on a besoin de 4 étapes, en partant bien sûr de l'acide 4-phénylbutanoïque. Ça, c'est un synthant, un produit de départ. Je peux, par exemple, à l'examen, vous demander de synthétiser le produit, ce produit à l'acide 4-phénylbutanoïque à partir du benzène. Donc, c'est à vous de réfléchir un petit peu. Si on part du benzène, comment on arrive à l'acide 4-phénylbutanoïque? C'est une question que je vous pose. Donc, cet acide-là va être nitré. La nitration se fait par l'acide nitrique et l'acide amylosulfonitrique. Il se fait principalement en para, parce que ce groupement butyl est un groupement ortho et para-directeur. Donc, il va principalement, préférentiellement orienté en para. Ensuite, la deuxième réaction, c'est de protéger la fonction carboxylique pour qu'il n'y ait pas de réaction parasitique. Pour la protéger, donc, on utilise un alcool, donc une estérification. L'estérification se fait en milieu acide pour augmenter l'électrophilie du carbone dicarbonyle. Parce que le carbone dicarbonyle
est très peu, est très peu électrophile. Donc, une fois qu'on a protégé notre acide, on va réduire la fonction nitro en fonction amine pour permettre de greffer notre dichaine dichlorodééthyle. Une fois qu'on a obtenu le 4,4-aminophényl d'hexanoate de méthyle, on va le condenser avec 2 équivalents d'oxyde d'éthylène pour aboutir à notre médicament sous forme d'ester, à notre intermédiaire alcoolique. Donc, l'étape suivante, c'est la conversion des fonctions alcool en fonctions halogénées par le biais, bon, il y a plusieurs réactifs pour l'halogénation, il y a la PCl3, PCl5, POCl3, POCl5, SOCl2 et ainsi de suite. Une fois qu'on a chloré, on convertit les deux alcools en 2 chlores, on déprotège. Ici, donc, on a protégé par rectification. Là, on va libérer la fonction acide par déprotection, ce que vous avez vu en travaux pratiques, vous avez fait ce qu'on appelle la saponification. Donc, on libère la fonction acide en milieu acide et on obtient notre médicament. Le mécanisme détaillé, donc c'est pas la peine, c'est ce que vous avez dans le chimie organique. Normalement, c'est des choses qui sont normalement acquises. Les mécanismes, c'est ce que vous avez vu en première année, donc c'est quelque chose, même en terminale, donc c'est des choses qui sont normalement acquises. Donc je passe. Le melphalan. Donc, le melphalan, comment on le prépare? Donc, si on part de l'acide 2-amino 3-phényl propanoïque, c'est-à-dire l'acide aminé aromatique, la L-phénylamine, elle va subir comme c'est la même chose que le rhombicide. Donc, on va nitrer en para. Là, nous avons 2 fonctions à protéger. Nous avons la fonction, donc on réduit. Nous avons 2 fonctions à protéger. Nous avons la fonction amine, la fonction carboxylique de l'acide aminé. Donc, ces 2 groupements doivent être impérativement protégés. Sinon, si on ne va pas les protéger, automatiquement, la condensation avec l'oxyde d'éthylène va se faire ici. Donc, plutôt. Donc, on protège les 2 fonctions. On protège la fonction amine en utilisant l'anhydride phtalique pour obtenir un phtalinide. Et on protège la fonction carboxylique par l'utilisation généralement d'un alcool. Donc, on a protégé ces 2 fonctions. Une fois fait, donc on va réduire l'agroupement pour la fonction nitro en fonction amine en utilisant généralement soit le ZnCl2, HCl plutôt, soit l'hydrogène gazeux avec le palladium comme catalyseur. Donc, il y a plusieurs, soit réactions catalytiques, soit chimiques. Si c'est une réaction catalytique, réaction chimique, généralement, on utilise, par exemple, là,
du zinc et de l'acétate pour libérer l'hydrogène gazeux qui se forme. Une fois qu'on a réduit la fonction amine, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De greffer le nœud de chaîne par le biais de l'oxyde d'oxygène. On obtient notre di-alcool qui va être chloré par, donc j'ai donné ici l'exemple de PEC, l'oxychlorure de phosphore ou bien le chlore de thioune. Une fois qu'on a greffé notre partie active, la bischloroéthylamine, on va tout simplement déprotéger nos deux fonctions, la fonction amine et la fonction ester, en chauffant le produit en milieu acide. Donc le chauffage en milieu acide va libérer notre melphalan. Enfin, le mécanisme, c'est un mécanisme classique. C'est pas vraiment important de vous le passer donc, phase par phase. Donc, c'est normalement censé connu. Vous avez vu ça, vous avez vu ça en travaux pratiques, vous avez vu ça en première année. Bon, on passe, on passe, on passe, on passe. C'est censé connu, ça a été vu en détail, la chlorméthine, c'est plus ou moins le même principe. Et dérivés stéroïdiens. Donc, les dérivés stéroïdiens, vous avez la prédnimestine et stramestine. Vous avez ici les stramestines avec l'estradiol sur lequel est fixé donc un carbamate avec les deux chaînes actives. La synthèse donc est réalisée donc, en utilisant le 2-chloro-N-dichloroéthylamine avec le phosgène. Pourquoi le phosgène? Pour greffer les deux fonctions. La première fonction, c'est le bis-chloroéthylamine. Et sur le deuxième chlore, donc on va greffer l'estradiol. Réaction exception chlorophylle. Et on obtient notre estramustine, qui est une moutarde à l'azote thyroïdienne. Le mécanisme, si la pyridine, généralement, c'est pour piéger les ions chlorure pour qu'il n'y ait pas une réaction inverse. Donc, c'est un piégeur de chlorure. La deuxième molécule, c'est la prédniméstine. Avec la prédnisolone, donc ici, c'est la caractéristique pour ce produit-là, c'est qu'il contient, quand vous le voyez, la prédnisolone qui est un anti-inflammatoire que vous avez vu dans les anti-inflammatoires thyroïdiens. Vous avez la molécule vue précédemment, c'est le chlorambucil. Donc, la prédnimétine, c'est une prodrogue dans laquelle on a greffé un stéroïde sur le chlorambucil. Le mode de préparation, on va utiliser la prédnisolone, donc anti-inflammatoire,
et on fait une réaction de condensation, d'acylation. Donc l'acylation, généralement, donc, elle peut se faire entre un acide et un alcool. Donc si on utilise un acide, c'est très peu réactif. Donc on a le choix entre un anhydride et un chlorure. Le chlorure, c'est très réactif, donc généralement, pour qu'il n'y ait pas une réaction violente, on utilise un anhydride. Si on a utilisé l'anhydride de l'acide chlorombucil. Et on obtient notre médicament sur réaction d'acylation. Ou acidification, si vous voulez. Acylation, pardon. Action d'acylation. Donc le mécanisme, c'est pas la peine. Ça a été vu déjà dans vos travaux pratiques. Les caractères physico-chimiques des motards à l'azote. Donc il faut savoir que les motards à l'azote, elles ont toutes la même chaîne active, le même fragment ou le même motif dichlorodééthylamine, sur lequel est greffé généralement soit un aryl, soit un alkyle. Cette réaction donc, peut subir chimiquement donc, une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire qui est plus rapide dans un alkyle qu'un aryl. Et ça a été expliqué dans la différence entre le chlorombucil et la chlorméthine. Voilà. Mécanisme d'action, c'est très simple. Mécanisme d'action, c'est toujours une substitution nucléophile intramoléculaire. Donc le chlorhydrate de chlorméthine, généralement, il est stable à pH acide. Pourquoi il est stable à pH acide? Parce qu'à pH acide, nous avons le doublet qui est protoné. Donc lorsque on protonne le doublet de l'azote, ça va empêcher donc la cyclisation et la formation de l'agent électrophile, de l'agent qui entraîne, ou le pharmacophore qui entraîne l'effet thérapeutique. Donc la formation d'un agent électrophile va agir sur les nucléophiles de l'ADN. C'est-à-dire sur les OH, sur les SH et NH2. Les nucléophiles des bases sphériques et périmédiques de l'ADN. Par contre, à pH physiologique, donc, lorsqu'on injecte, par exemple, si on prend la chlorméthine, on injecte la chlorméthine, elle va automatiquement, dans le sang, se transformer en ion azéridinium. Cet ion azéridinium est un agent électrophile très fort qui va réagir avec toutes les entités nucléophiles présentes sur l'ADN. Et il y en a tellement. Il y en a les SH, il y en a les OH, il y en a les imines, il y a les amines. Mais généralement, le nucléophile, le site d'action, généralement, c'est l'azote en position 7 de la guanine. Préférentiellement, les motards à l'azote se fixent d'une manière monoaduit ou biaduit. Une fois que cet ion azéridinium va attaquer, ou sera attaqué par une entité nucléophile de l'ADN,
on va déclencher la formation du deuxième ion azérélinium sur la deuxième chaîne chloroéthyl. Et on aura par la suite fixation donc de deux entités, deux sites nucléophiles de l'ADN. Donc ces gènes, c'est des produits qui sont bifonctionnels. Donc les motards à l'azote, il faut le retenir ça, c'est des molécules bifonctionnelles parce qu'ils vont agir par deux brans sur l'ADN. Voilà à peu près la chlorméthine sur l'ADN. Vous avez ici la guanine en position 7, l'azote en position 7. Soit donc elle se fixe d'une manière sur deux brans, on appelle ça un pontage interbras, ou un pontage sur le même bras, on appelle ça un pontage intrabras. Ou l'interhélice, donc sur deux types d'ADN, ou bien un pontage monoadduit ou biadduit avec les protéines, l'ADN et les protéines. Une fois que la molécule de la moutarde à l'azote est fixée d'une manière bifonctionnelle entre deux entités guanines, donc ce que vous remarquez ici, c'est que l'azote en position 7 devient positive, donc instable. Donc la guanine en position 7, elle présente une charge positive, ce qui va rendre les deux azotes ou les deux guanines relativement instables. Donc instables, automatiquement, elles vont se réarranger. Pour se réarranger, ils vont suivre deux voies. Soit un clivage, ce clivage-là va se faire au niveau ici. Si vous voyez un petit peu le curseur, c'est la liaison N-glycoside ce qui entraîne donc l'ouverture et la perte du pont formé, ou bien on assiste à une hydrolyse. Est-ce que ça va? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son est clair? Oui. Donc apparemment, il y a un problème. Donc on suit. Donc on a vu que la connexion
Donc, je récapitule. Non. Donc, on est arrivé ici. Donc, on a dit que la guanine, les deux guanines en azote en position 7, qui a été alkylée par les motards de l'azote, présente une charge positive, ce qui rend les deux guanines réactionnelles et instables. Donc, ils vont subir donc, deux voies de transformation, soit un clivage par la coupure du sucre, et donc la coupure du pan, soit une hydrolyse sur le groupement imidazole de la guanine, ce qui va conduire à un formamidopyrimidine particulièrement stable. Pourquoi particulièrement stable? Parce qu'il y a toujours le pan ici qui est toujours formé. Ici, il y a l'ouverture du pan. Ici, il y a le maintien du pan. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale, sur la première classe des motards à l'azote. Cette première classe des motards à l'azote, n'oubliez pas, elle a été découverte d'une manière fortuite, suite à un constat biologique sur les patients atteints par le gaz moutarde. Donc c'est à peu près comme la découverte des antibiotiques par Pasteur. C'est fortuit, la fortuite. Maintenant, on passe à une deuxième classe, c'est les éthylénimines. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que dans les motards à l'azote, le pharmacophore ou l'entité réactive, c'est l'ion azéridinium, c'est le cycle qui se forme. Ils se sont dit, pourquoi pas, on va synthétiser des molécules qui présentent directement ces cycles-là, ces cycles azéridinium, fixés sur des motifs. Donc c'est le pharmacophore qui se forme sur des supports. Le support peut être aromatique ou aliphatique. Donc ils ont synthétisé ces éthylénimines ou éthyléniminium. Donc, cette classe groupe, ou dans cette classe, on regroupe deux catégories. La première catégorie résulte, on la rassemble les polyazéridines, c'est-à-dire des molécules qui présentent plusieurs cycles azéridinium, et la deuxième catégorie, elle va associer les cycles azéridinium à un système quinonique. Normalement, vous avez le cours à côté de vous. Donc, deux catégories, les dérivés polyazéridines, avec trois cycles ici. C'est le thiotépa. Et les dérivés quinoniques. Donc, nous avons deux ici cycles azéridines, avec deux carbamates. Ici, c'est la molécule de diazicone, qui est à peu près à la même similarité structurale que la méthomycine qu'on verra plus tard. Thiotépa. Voilà sa structure. Sa préparation, c'est très simple. C'est toujours une réaction de condensation entre trois molécules, voilà, trois équivalents d'azéridine et le trichlorure de thiophosphorite. Donc, on va remplacer les trois
chlore par 3 motifs, la 3 atomes, ou la molécule, pardon, d'azéridine. Donc, c'est la réaction de substitution nucléophile, d'ordre 2. Donc, c'est pas la peine, donc c'est une réaction très très simple. Substitution nucléophile. Mode d'action. Donc, le mode d'action, il n'y a pas de planche. Le mode d'action, c'est le même que les moteurs de l'azote. Les moteurs de l'azote, donc, ils vont subir une transformation au niveau de l'organisme de la chaîne bis-chloroéthyle amino en ion azéridinium. Là, l'ion déjà, ou le motif azéridinium est déjà dans la molécule. Donc, la molécule va réagir directement. Toujours. Diazykone. Diazykone, comment on prépare cette molécule-là? En réalité, comment on va fixer 2 uniquement carbamate d'éthyle, et comment on va fixer 2 azéridine? C'est très simple. Est-ce que vous vous rappelez de la réaction de Michael, l'addition de Michael? Normalement, ça a été vu. Parce que ce que vous voyez ici, c'est la pure et simple application de la réaction de Michael, l'addition de Michael. Malgré ça, je vais vous expliquer un petit peu. Et par la suite, vous allez comprendre comment on greffe de part et d'autre les carbamates dans la chloranide. Donc, la réaction de Michael doit avoir ce qu'on appelle l'adduit Michael. L'adduit de Michael va se former par 2 réactifs. Le premier est un nucléophile, le deuxième est un électrophile. Le nucléophile, le voici, généralement c'est des esters, c'est des carbamates, c'est des nucléophiles. L'électrophile, généralement, c'est un vénologue de carbonyle. Agent électrophile. Dans le schéma, vous avez l'explication. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un carbonyle avec une insaturation alpha-bêta. On a un carbonyle alpha-bêta insaturé. Donc, vous avez ici un groupement électroattracteur qui va entraîner une polarisation et l'apparition d'une charge positive du carbone du carbonyle. Cette défection d'électrons va faire déplacer légèrement le niage électronique de la liaison pi sur le carbone ou le site alpha. Qu'est-ce qui va entraîner ce déplacement du nuage électronique? Il va entraîner un déficit électronique sur le carbone en bêta, qui devient partiellement chargé positivement. C'est ce site-là, chargé positivement, qui sera attaqué par le nucléophile. Donc, il y a une addition nucléophile sur la position bêta du carbone du carbonyle.
Est-ce que ça va? Si vous avez compris ça, normalement, on revient à la synthèse. De notre diazicone. Donc, ici, vous avez l'électrophile de Michael, que vous voyez ici, donc vous avez le carbonyle et l'alpha-bêta-acyl. Donc, le nucléophile, le carbamazépine, va se fixer soit ici, lorsqu'on considère que le bêta-alpha-saturé, c'est ce motif-là, soit il va se fixer ici lorsqu'on tient compte que ce motif-là, c'est le carbone, l'alpha-bêta-saturé du carbonyle. Donc, une fois qu'il se fixe ici, automatiquement, on a pris ici ce motif comme agent électrophile. Donc, automatiquement, le deuxième agent électrophile, c'est ce motif-là. Donc, le deuxième se fasse en hexagone, donc en parallèle. Donc, si les premiers se fixent en 2, le deuxième se fixe en 4. C'est-à-dire en para l'un de l'autre. Est-ce que vous avez compris? Ce qui reste, donc, il reste les deux positions qui restent vacantes, sur lesquelles on va fixer deux groupements aziridine. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Pas de réponse? Bonne réponse. Ça, c'est bon, normalement, c'est le rappel du mode d'action. Donc, comment la diazicone réagit. Donc, c'est un petit peu différent des moteurs de l'azote qu'on a vu, qu'on essaie de la tuer pas. Ici, pour que la diazicone réagisse, il faut qu'elle subisse une réduction de la forme quinonique en forme réduite. C'est l'hydroquinone. Une fois qu'on a réduit la fonction carbonyle en fonction OH, qu'est-ce qui va se passer? L'hydrogène du phénol, ou l'hydrogène phénolique, va se fixer par une liaison hydrogène sur le W de l'azote de l'azéridine. Ce qui va entraîner l'apparition plus ou moins d'une charge partielle qui va entraîner l'augmentation de la charge positive sur l'un des deux carbones de l'éthylène. Donc, on va créer en quelque sorte un cation, voilà, un atome cationique qui va être attaqué par généralement l'azote en position 7 de la guanine. Ainsi pour sur la deuxième molécule d'aziridine. Voilà à peu près le mécanisme. Donc, en tant que telle, la molécule, elle est inactive. Elle est inactive. Alors, pour qu'elle puisse
réagir, il faut qu'elle subisse au préalable une réduction qui se fait généralement au niveau du foie par les cytochromes P450. Les cytochromes P450, c'est des enzymes qui peuvent, elles ont des poches dans lesquelles il y a des poches qui vont faire des réactions d'oxydation, il y a des poches qui vont faire les réactions d'oxydation. Donc, un cytochrome P450, par exemple, il peut être un cytochrome réductase, une enzyme réductase et l'inoxydase. Voilà à peu près le mécanisme réactionnel de la diazykone. Donc, n'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait donc une réduction au préalable de la forme quinonique. Ici, juste une petite observation. Généralement, lorsque vous trouvez des formes quinoniques, il faut d'emblée dire que nous avons un produit très coloré. Donc, ce produit-là, diazykone, et l'hydroquinone, c'est une leucodiazykone. Donc, lorsqu'on réduit la fonction quinonique à la fonction phénolique, le produit devient incolore, au blanc. Donc, c'est un détail qu'il faut connaître. Maintenant, on a vu les alkylants des motards à l'azote, les éthylamines. Maintenant, on passe aux dérivés du platine. C'est des médicaments où le centre de la molécule, c'est un état de transition, le platine. Quelques dates historiques. Donc, le médicament qui est la diamine dichloroplatine, elle a été synthétisée, ou le cisplatine comme d'ici, ça a été synthétisé pour la première fois par Perron. C'est pour ça qu'on l'appelle également celle de Perron, en 1845. En 1843, Werner a pu établir la structure de ce sel de Perron. En 1965, la découverte fortuite des propriétés cytotoxiques. En 1970, mise en évidence de l'activité antiproliférative du 6-diamine dichloroplatine sur divers modèles tumoraux chez le rat et la souris. Et enfin, il a été commercialisé la première fois en Amérique en 1978. Comment il a été découvert? Je ne sais pas si on a le temps de développer un petit peu l'historique. Donc, on n'a pas le temps. Mais c'est d'une manière succincte. C'est au cours, donc l'équipe de recherche, elle était en train d'étudier la réactivité des Escherichia coli, des bactéries, lorsqu'on passe un courant électrique. Donc, ils ont passé 2 électrodes, ces électrodes étaient en platine. Et ils ont mis, pour que le courant passe, il faut qu'il y ait un sel. Ils ont mis le chlorure d'ammonium comme sel. Ils ont voulu observer l'effet du courant électrique sur ces bactéries-là. Une fois que l'expérimentation a été faite, ils ont constaté une inhibition de la division de ces bactéries-là. Et comme vous savez, la division bactérienne est très, très, très importante. C'est comme le cancer. Donc,
ils ont voulu savoir pourquoi, comment est due cette inhibition. En cherchant, ils ont trouvé qu'il y avait un dépôt sur la cathode du platine d'un dépôt de sel. Ils l'ont analysé, ils ont trouvé que ce sel-là, c'est la diamine dichloroplatine. Diamine, on va vous dire tout à l'heure qu'on va voir la structure, pourquoi avec deux M? Pourquoi pas avec un seul M? C'est pas faux, c'est juste. Donc le platine, comme vous l'avez vu chez M. Marrah, c'est un métal de transition. La structure électronique, donc les électrons de valence, c'est 5d9, 6s1. Donc deux électrons célibataires qui peuvent se réarranger, bien sûr. Donc nous avons 2 degrés d'oxydation, plus 2, plus 4. Les complexes de platine 2, ces complexes en géométrie plane. Atome de platine et au centre est entouré par 4 ligands, L1 jusqu'à L4, disposés selon un plan carré. C'est généralement la structure rencontrée dans la plupart des complexes de platine utilisés en clinique. Et il y a les complexes de platine qui présentent donc un degré d'oxydation plus 4. Ces complexes-là sont caractérisés par 6 ligands et présentent un circuit octaédrique. Comment octaédrique? C'est très simple, c'est un carré, au-dessus il y a une pyramide et au-dessus il y a une pyramide. C'est ça le circuit octaédrique. Bien sûr, par rapport au complexe de platine 2, les deux ligands supplémentaires L1 sont disposés selon un axe perpendiculaire au carré, défini par 4 ligands précédents. Donc la structure, voilà à peu près, c'est l'octaèdre. Donc il n'y a pas de médicament sous cette forme-là, il n'y a pas de médicament avec le platine de degré d'oxydation 4. Il y a uniquement des molécules qui présentent donc un degré d'oxydation plus 2. Ces molécules sont généralement plans. Les ligands. Donc, on classe les ligands dans les médicaments dérivés du platine en deux types, qui se fixent bien sûr sur le métal, sur le platine. Il y a les ligands qu'on appelle ligands inertes, également qualifiés de ligands de vecteurs. Ce sont essentiellement des motifs azotés, possédant une grande inertie chimique. Les liaisons platine-azote sont particulièrement stables dans les conditions physiologiques, donc ils ne bougent pas, ils ne peuvent pas être substituables, inchangeables. Il y a les ligands labiles ou échangeables. Donc, par leur capacité d'échange avec les nucléophiles, ces ligands interviennent dans des propriétés physico-chimiques, donc la stabilité générale des complexes, et bien sûr dans les propriétés pharmacocinétiques, ainsi que dans le mode d'action. Donc, le mode d'action va se faire en se basant sur ces ligands labiles. Généralement, c'est des ligands labiles, soit c'est des chlorures, soit c'est des diacides. La nomenclature de ces ligands-là, parce que c'est eux les plus importants, c'est eux qui sont des pharmacophores, sont réactifs. Donc la nomenclature, donc nous avons deux types de ligands, les ligands anioniques, leur nom c'est toujours fini par O, par exemple le OH, donc le ligand s'appellera hydroxo. Les ligands neutres, ce sont généralement des molécules. Par conséquent, ces molécules sont dépourvues de charge électrique.
Par exemple, ici, on a un exemple de l'eau. Et pour dénommer le ligand eau, c'est aqua. Donc, si vous avez quelques exemples, des anions et des molécules. Les anions, donc, généralement, il y a deux types. Les chloros, dans le cisplatine, et l'oxalo, dans l'oxaloplatine. Vous avez donc un diacide. Et vous avez des molécules. Vous avez de l'ammoniac. Ligand amine. Pourquoi amine avec deux M? Tout simplement parce que l'ammoniac va se fixer directement tel quel pour donner un ammonium. Pour ça, il y a deux M. Donc, un H4+. Et les ligands neutres, entre autres, par exemple, l'eau. Et vous avez ici quelques molécules, donc la diamine, 1, 2, cyclohexane, qu'on va le voir dans nos molécules thérapeutiques. Les dérivés utilisés en clinique, il y a trois, les principaux, il y en a plus, mais le plus important, le cisplatine, carboplatine et l'oxaliplatine. Vous avez un motif oxalique, donc l'acide oxalique ici, et l'acide oxalique ici. Pardon. 1, 2, 3, l'acide succinique, ou la malonique, en 3, malonique en 3. Structure, donc on va commencer par le cisplatine. C'est l'un des médicaments le plus utilisé en chimiothérapie antitumorale en raison de son extraordinaire efficacité sur les tumeurs, certaines tumeurs, mais présente beaucoup d'effets secondaires. Son isomère trans est totalement inactif. C'est le seul médicament minéral. L'oxaliplatine et le carboplatine, c'est des médicaments organiques. La cisplatine ou le cisplatine est le seul médicament minéral dans ce groupe-là. Carboplatine, eh bien, c'est classé parmi les complexes de platine de seconde génération. Il a été conçu pour limiter certains inconvénients liés à la grande réactivité chimique du cisplatine. C'est comme à peu près la chlorméthyle et le chlorambucil. Donc, la structure, donc, nature des ligands, inerte, c'est des ligands azotés, donc amine avec deux N. C'est la même chose que comme le cisplatine. Les deux ligands échangeables, on a vu des ligands chloraux dans le cisplatine, ils ont été remplacés par des ligands oxygénés provenant d'un acide dicarboxylique en C3. Ici, ce que vous voyez, donc carbone intermédiaire, porteur du cyclobétane, est un pan de jonction qui s'appelle une jonction spiranique. Lorsque deux cycles sont joints par un seul carbone, on appelle ça une jonction spiranique. Donc, les ligands oxygénés, c'est des carboxylataux, sont intégrés dans le cycle acéchina, qui adopte une configuration de bateau. Ce complexe possède une structure bidentée, comme des dents, dotée d'une grande stabilité. Les deux systèmes cycliques sont unis entre eux par une jonction de type spiranique, comme on l'a dit tout à l'heure. La configuration spectrale du carbone de jonction explique la géométrie tridimensionnelle
particulière qui le rend la molécule stable du carboplatine. Et le plan moyen du cyclobutane et du cyclohexanol sont sensiblement perpendiculaires. Vous avez ici une forme de bateau et vous avez le cyclobutane est perpendiculaire. C'est à peu près comme ce cycle hexagonal, c'est comme à peu près le cadre d'un vélo. Et le cyclobutane, c'est comme la roue. Plus ou moins. L'oxyplatine constitue l'unique représentant de la classe des Dash platines. La stéréochimie est un petit peu particulière des Dash. Donc, le Dash, c'est le diamino cyclohexane. Donc, diaminos peuvent être donc, soit en cis, soit en trans. Généralement, dans l'oxyplatine, ils sont en trans. Ce qui va donc fixer ce cycle-là, cycle oxalique. Vous avez déjà un acide oxalique ici. Pour donner l'oxaliplatine, qui est plus ou moins linéaire, hein, plus ou moins linéaire dans bien sûr le trans. On va voir le 6 qui n'est pas linéaire. Donc, nature des ligands inertes. Les ligands azotés présentés dans l'oxaliplatine sont en réalité des groupes NH2. Ce n'est pas des NH3. Donc, c'est des amines avec un seul M. Greffés sur un système d'hydrocarbone cyclique. En d'autres termes, l'oxaliplatine contient un motif 1,2-diaminocyclohexane avec un seul M. Parce que nous avons ici NH2, pas NH3. Ce que bien sûr le distingue des autres complexes. C'est platine, carboplatine qui sont des diaminos avec deux M. Donc c'est des ammoniums. D'accord? L'oxaliplatine est le complexe trans de configuration NR2R qui est pharmacologiquement le plus actif, par rapport bien sûr au trans NS2S. La nature des ligands est changeable, de même que le carboplatine, l'oxaliplatine possède des ligands mobiles de type carboxylato. C'est ces groupements-là qui vont être substitués par les nucléophiles de l'ADN pour qu'il y ait donc inhibition de la réplication de l'ADN. Les ligands serrés sont donc inclus dans un chélate à 5 chaînons formés par partie des molécules d'acide oxalique, comme on l'a vu dans la structure. Voilà, vous avez ici l'isomérie, les différentes formes d'isomères. Vous avez le trans R1, R2, qui est biologiquement actif, qui est plus ou moins linéaire. Vous avez le trans 1S2S et vous avez le perpendiculaire, c'est le 6 R2S qui est totalement inactif. Je vous ai montré, donc je vais vous donner une planche qui montre un petit peu pourquoi cette molécule elle est inactive. C'est inactif, voilà. Vous avez ici dans son site d'action, dans une poche de l'ADN, donc le trans R2R, comme on l'a dit tout à l'heure, est linéaire. Donc il va se rapprocher des azotes de la guanine facilement, sans empêchement. Alors que le 6, le cyclohexane est perpendiculaire, ce qui entraîne une gêne stérique qui va empêcher la bonne pose de ce médicament, de ce produit-là, sur son site d'action.
Donc, cet isomère-là ne peut en aucune manière se positionner correctement sur le site d'action, l'approche qui présente l'action d'inhibition de la réplication de l'ADN. La préparation des dérivés du platine, donc on va commencer par le cisplatine. Donc, le meilleur procédé donc, qui donne un très bon rendement, c'est le procédé de Dara. Donc, la première étape, donc on utilise un sel tétrachloroplatinate de potassium qui va subir en présence d'iodure de potassium en solution aqueuse une substitution nucléophile en remplacement des 4 chlores par 4 iodes, toujours sous forme de. Le remplacement des chlores par d'iode a pour but principalement c'est d'avoir des ligands plus labiles encore. Vous savez que le chlore, l'iode, est plus polarisable par rapport au chlore. Le chlore est plus électronégatif par rapport à l'iode. Donc, la substitution des diodes, elle se fait 100 fois plus rapidement que les chlores. C'est pour ça qu'on a remplacé les chlores par des dérivés iodés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'ammonialyse en 6-diamine diiodoplatine. Donc, on va remplacer 2 iodes, donc on va utiliser 2 équivalents, par de l'ammoniac. Donc, le temps qui m'a été alloué à part-ci, donc il est achevé. Donc, on s'arrête ici. On va reprendre le dimanche. J'en sais pas, donc on m'a programmé les antimétabolites, les antimitotiques, les intercalants, les antitopoisomerase entre dimanche, lundi, je pense mercredi, jeudi. Donc, faites-moi des suggestions. Donc, vous avez ma boîte email. Dans ce cours-là, il vous reste à terminer les dérivés du platine. Ensuite, on va voir les alkylants directs, c'est-à-dire qui sont activés par soit bioréduction, soit par biooxydation. Donc, si, je ne sais pas, il faut réduire encore les planches pour nous permettre de mieux gérer notre temps et donc de moins expliquer les cours. Là, c'est plus fort que moi. Donc, j'attends vos propositions. Allez, bonne journée.